Quel podcast avec Kim? Wow! Je suis sur mes émotions. Je pense que de tous les podcasts qu'on a fait, et je dis ça avec respect pour tous nos invités, wow, c'était d'une pertinence incroyable, d'actualité. Ah oui, c'était vraiment intéressant. C'est touchant. Bref, on rit. Ouais. Je pleure quasiment. Ouais, toi, c'est tout. Faut que tu trouves le moment où je deviens les yeux pleins d'eau. Puis, on parle beaucoup de son film là, qui vient de sortir. Rue, basé sur son livre. Puis, basé sur sa vie. Sur sa vie, c'est vrai. Fait que, bonne écoute. Oui. Mais là, on est excités. Oui. On est honorés de sa présence. Oui. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez pensé à moi? Je suis tellement flattée, en fait. Ben non, mais on a reçu. OK. Moi, je voulais te recevoir au podcast. Puis je me suis... Et c'est pas une joke, OK? On est allé au cinéma Beaubien. On a vu... c'est quoi qu'on est allé voir? On est allé voir... Simple comme Sylvain. Simple comme Sylvain. On a vu les previews de ton film. Puis là, j'ai dit à Victoria en sortant du cinéma, j'ai dit, j'aimerais tellement recevoir Kim Thuy à notre podcast, mais c'est sûr qu'elle nous dirait non. Ah oui. Je saurais même pas. Non. Je sais pas. C'est trop big. Ouais, c'est comme... elle va penser que je l'invite dans quelques niaiseries. J'adore ça. Les gens pensent jamais que j'aime les niaiseries. Puis c'est vrai que j'aime les niaiseries. J'adore les niaiseries. Mais 2 jours après, ton agent... Mon Dieu, je suis excité. Ton agente a contacté mon agent en disant Hey, Kim, elle sort son film, elle aimerait ça, peut-être aller au podcast Trip de bouffe. Puis je dis voyons, ça se peut pas. Là. J'en parlais il y a 2 jours. Ouais. Puis, Il fallait lancer ça dans l'univers. Exactement. Et surtout que là, j'ai appris ça là, avant qu'on commence, que Victoria, on est presque dans la même maison d'édition. C'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est les éditions... de l'homme, puis l'autre, c'est Libre Expression. Mais c'est quoi? C'est... le groupe Homme, ça groupe Libre. Ah, mais c'est ça, Non, ouais, c'est Librex. Librex. Oui, ça se peut, oui. c'est ça. Ouais. Oui, je savais qu'il y avait libre dedans. Mettre un X dessus. Mais c'est sûr qu'on s'est croisés dans les salons du livre. J'en fais beaucoup, toi aussi. Là. Puis c'est ça qu'on disait, c'est très demandant, là, des tournées de livres. Là. Incroyable. C'est pas pour toi. Là. Moi, ça me vide de mon énergie à la fin d'une journée. Là, là on a appris à Kim que ça en allait à Paris. Oui, mais je suis pas sûre. Je serais tellement flattée, mais je pense qu'il y a juste toi qui es invité. Non, mais c'est comme à Paris, c'est la délégation en ce moment. Non. Québécoise. Les invités d'honneur, c'est le Québec, en fait, l'invité d'honneur. Ah, cette année. Ils vont inviter d'autres auteurs québécois. Mais c'est pas sûr que je vais encore. Ils m'ont invité, comment ça? mais... Non, il faut que tu y ailles. Oui, mais j'ai déjà dit, allé. ils vont donner mon nom, en fait. Fait que ça se peut que T'es déjà allé au Salon du Livre de Paris? Oui, au Salon du Livre. C'était la foire du livre, mais je pense que c'est peut-être la même chose. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. L'an passé. The Book Saloon. Le Book Saloon, oui. Mais c'est pas mal plus grand que le nom. Oui, c'est gros. Puis il y a des auteurs comme très célèbres, là, donc c'est le fun. Ça fait peur un peu. Oui. Jean-Frédéric Becbédère, qui est juste devant toi. C'est existant. Oui, c'est lui. Je pensais. Mais en fait, lui, c'était pas pointé. C'est pas pointé, c'est une bonne histoire. Il signait après moi. Comme sur le stage, puis il s'est pas présenté à sa séance de d'édition. OK, toi, t'étais juste avant Frédéric Becbédère. Ouais. Non, moi, j'étais derrière lui, juste à la place pour prendre des cartes d'accréditation, c'est tout. Non, mais je dis pas que j'étais avant. J'étais pas son... C'est quoi son opener, là? J'ouvrais pas pour Becbédère, là, mais c'était comme le stage, puis chacun notre tour, on passait. Non, mais c'est lui qui a demandé que tu sois là pour qu'il te croise. Ouais, c'est ça. Ouais, tu savais pas, Victoria? T'es parti trop vite. Moi, je pourrais pas croiser Frédéric Becbédère. Je serais trop groupie. Je serais pas capable de garder mon cool. Je serais... c'est une époque où j'étais plus fêtard. Je lisais ses romans en faisant la fête en plus. Fait que je revivrais ces moments-là. Tu croirais? Tu le crois avec le truc « L'amour dure 3 ans » ou quelque chose comme ça? Moi, j'y croyais, mais non. Depuis maintenant, là. Mais c'était ma théorie, moi aussi, pendant quelques temps. Et toi, tu non, j'étais dans une relation de 20 ans plus. Et pas seulement ça, on continue à être, le projet de famille continue.
Le projet de couple a terminé, mais on continue à être dans la même maison, en fait. OK. Et le papa de mes enfants, qui s'appelle Francis, il y a une blonde à Laval. Moi, mon chum, on a trouvé une maison à louer à côté, 2 minutes de marche. C'est-à-dire, le matin, je me réveille à 7h, 7h02, je suis rendue à la maison parce qu'on a notre fils autiste qui est Valmont, qui s'appelle Valmont, et tous les deux, on se relaie. Donc, j'arrive à 7h02, Francis part travailler, je reprends le soir. Puis, en tout cas, on se relaie pas semaine à la semaine ou aux 2-3 jours, mais vraiment aux heures, au presque. Oui, parce qu'il a besoin d'une présence de 24 heures sur 24. Mais c'est beau, ça, en même vraiment. temps. Ouais. Puis Francis et mon amoureux, Yves, ils se prennent des scotch sans moi ensemble. Ils n'ont pas besoin de moi, là, dans le sens où, je pense qu'ils ont plus de fun sans moi. Et, Francis, je crois, à cette étape-ci, préfère Yves à moi. On est rendu là. Mais c'est comme nous, en fait. Oui, toi, tu passes à la brosse avec mon ex-femme, la Bob, mère de une mon fils. ex-femme qui est la mère de son fils. Puis toi, tu t'entends super bien avec le nouveau chum de Cynthia, ton ex-femme. Fait qu'on les 4, on s'entend bien. Là, on a soupé ensemble. Ceci étant dit, Cynthia, j'ai rien contre toi, mais je suis pas sûr que je vivrais la porte voisine chez vous. À 2 minutes, c'est correct. Parce que tu vois pas. T'es proche, mais tu vois pas. Quel âge il va avoir 14 ans. En fait, c'est assez difficile, je crois, d'arriver à une amitié avec nos ex. Il faut presque laisser vraiment tout le monde, on laisse nos égos à la porte. C'est qu'on est là pour les enfants, on est là pour la suite et non pas pour le passé. Parce que sinon, c'est impossible, je crois, dans un couple de longue durée. Il y a nécessairement des petites choses. Hein. Il y a une période de grâce qui se fait, je pense, à la fin d'une relation, qu'une fois qu'on a passé cette période-là, on peut revenir, je veux dire, moi, quand j'ai garder le beau. Oui, exactement. Ouais. C'est surtout quand il y a un enfant en jeu, il faut mettre ses différences de côté, mettre l'enfant en premier plan. Exactement. Puis aimer l'autre pour que l'enfant ait un parent heureux. Voilà. Puis, oui, je suis d'accord. Donc, il faut beaucoup de contrôle de soi. Mais ça va de l'exemple de nos parents aussi. Moi, mes parents, ils n'ont jamais vraiment été ensemble. Ils étaient ensemble 1 an là, à ma naissance, puis se sont séparés, mais ils sont toujours restés meilleurs amis. Puis moi, c'est l'exemple que j'ai eu. Des beaux-parents aussi qui étaient présents, mais pas trop, puis qui me donnaient mon espace, puis que je m'entendais bien avec. Fait que c'est ça que j'essaie de faire aussi. C'est génial. C'est très bien. Oui, mais merci. C'est très cute. Si seulement on pouvait vous voir. Oui, on peut vous voir. J'ai caméras. oublié qu'il y avait des caméras, mais ils sont cute. Ben là, on veut te parler de ton film. Ah oui, c'est vrai. On part dans... C'était notre sortie de couple hier. On est allé voir Rue. Qui est on le dit bien, ben oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est le film de ton arrivée au Québec, finalement. Puis ça s'est passé comme dans le film, ou... Peut-être 10% seulement, parce que si on commençait à compter le nombre d'actes de gentillesse, on n'aura pas fini. Là. Il faudrait un budget de 100 millions de dollars pour pouvoir le faire. Parce que pendant toute cette première année-là, on a été dorlotés, choyés, accompagnés à toutes les étapes. Là. Vous imaginez, là, on arrive d'un camp de réfugiés avec toutes sortes de bobos qu'on a attrapés dans le camp parce que les conditions étaient je sais même pas, il n'y avait pas de conditions, en fait. Donc, pas d'hygiène, rien. Il n'y avait pas de feu pour bien bouillir l'eau ou bien cuire ce qu'on mangeait. Donc, on attrapait toutes sortes de bibites et on dormait à l'extérieur, aux abords d'une forêt. Donc, nécessairement, toutes ces morsures devenaient des infections parce qu'on n'avait pas accès à l'eau. Donc, quand on est arrivé ici, évidemment, on avait besoin de soins médicaux, un, et après ça, d'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est pas seulement la langue, c'est aussi des habitudes de vie. Hein. Je dis souvent, la tropicale que j'étais, seulement en babouche et en sandales, là, elle comprenait pas c'était quoi des pantoufles en Fentex. Tu sais, genre, c'est pas des souliers, c'est pas des chaussettes, c'est quoi exactement? On le voit dans le film, on les voit, les pantoufles. Mais oui, c'est pour ça. Reprises, Mais vous voyez ce que je veux dire? Quand t'as jamais vu cette bidule-là, on se dit, mais c'est quoi
Exactement. À quel moment on les porte? Et c'est seulement, quand on enlève nos bottes et tout ça, on réalise que le plancher est froid puis qu'on a besoin de pantoufles. Mais au départ, c'était complètement étranger aux habitudes de vie. Puis ça, je donne un exemple, mais il y en a eu combien? Vous imaginez, juste, je me souviens, IGA, la première fois qu'on a vu le mot IGA, on l'a prononcé à la vietnamienne. C'est comme... I-ga. Et ga veut dire poulet, OK? Et on a tellement ri, la famille, parce qu'on se dit, on avait bien deviné, parce qu'à l'intérieur, ils vendent la bouffe. Il y a du poulet. Tu sais, comme genre, puis on l'a appelé IGA pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un dise IGA, puis on est comme, c'est quoi IGA? Là, il nous montre. Il dit, ben non, c'est IGA, tu sais, en vietnamien. Vous voyez, plein de confusion parfois, mais d'incompréhension. Et donc, l'apprentissage, là, c'est à toutes les secondes quand on est arrivé. Donc, le film a représenté, j'ai dit 10 %, j'étais généreuse, là, peut-être 1 de toutes les sauces à spaghetti qu'on a reçues. Oui, on a tellement ri, là. Ah oui. Puis du pâté chinois. Ben oui, ça reste que c'est mon plat préféré. Ah ouais? Oui, c'est encore le plat réconfortant parce qu'on en a mangé, puis on en a reçu. Puis on comprenait pas au début, tu sais, que ça s'appelle pâté chinois. Donc, on pensait que c'était pour nous. Tu sais, ils nous donnent et préparaient le plat, puis ils disent pâté chinois pour vous. Ce qui est insultant compte tenu que vous étiez vietnamien. Mais tu sais, à l'époque, c'était au tout début, hein? C'est vrai. Donc, on comprend que c'est pas possible de faire la différence nécessairement. Mais non, on pensait que ça a été nommé pour nous autres. C'est tellement drôle, ça. Oui, il y a quelque chose que j'ai appris dans le film. Puis je pense pas qu'on divulgage rien du film vrai, comme tel. Mais il y a un bout, tu dis, quand notre pays est en guerre, quand le Vietnam est en guerre avec le Vietnam du Sud contre le Vietnam du Nord, vous ne viviez pas dans une atmosphère de guerre. Ça s'est passé par la suite, quand la guerre a été terminée, quand les Américains sont partis, finalement. C'est là que le chaos a pogné. Mais comment ça? Parce que le Vietnam, c'est tellement petit. Comment ça qu'il y avait... La guerre, ça se passait plus au nord? Ou... Non, c'est que on vivait dans la paix en ce sens que oui, il y avait la guerre un peu partout, surtout à la frontière entre le nord et le sud. Évidemment, c'est là où les bombes tombaient le plus, n'est-ce pas? Les capitales sont toujours protégées. Un peu comme aujourd'hui en Ukraine, par exemple. Kiev est protégée. Et quand on regarde dans les zones de conflit, la capitale, c'est la dernière place. Quand la capitale tombe, là, tout tombe. Mais sinon, la capitale est toujours protégée. Et nous, on vivait à Saigon, donc on était à la capitale du Sud. Donc, nécessairement, la capitale était protégée. C'était le dernier point d'ancrage. Hein? Et donc, on vivait dans la paix, en ce sens qu'on n'entendait pas les bombes tomber sur notre tête. Et elles tombaient un petit peu plus loin. Ceci dit, on savait très bien qu'il y avait une guerre parce qu'il y avait le couvre-feu. Je suis née dans le couvre-feu, je suis restée dans le couvre-feu, je suis partie dans le couvre-feu. Ma vie, je ne connaissais pas une vie sans couvre-feu avant d'arriver ici. Donc, au début, on était un peu déboussolés, là, tu sais. Et, il est 9 h, il faut qu'on rentre. C'est fou, non, t'as pas besoin de rentrer. Mais le réflexe de dire, rendu à cette heure-là, on rentre. Parce que c'est pas possible de rester à l'extérieur. Et il y avait, ici, c'est sûr, il y a la police, mais la police se tient même pas au coin de la rue, là. Ils sont dans des voitures dissimulées, là, masquées. Alors que là-bas, on avait des gens armés avec des grosses, je sais pas comment on appelle ça, mitraillettes et autres, là, dans les mains, à tous les coins de rue. Et donc, on sait très bien qu'il y a une guerre. Mais nous-mêmes, dans cette tour d'ivoire-là, j'étais protégée de la guerre. Et c'est seulement après la guerre, quand le Nord a gagné contre le Sud, et quand il y a un changement de régime politique, et non pas de parti politique. Le régime, c'est du capitalisme vers le communisme. Mais là, il y a eu persécution. Là, on doit éliminer tout ce qui était là avant pour changer de façon de faire, façon de voir. Et donc, nous, on était ciblés comme étant les ennemis qu'il fallait absolument éliminer. Donc, comment faire? Envoyer tous les hommes
qu'on considérait éduqués dans un camp de rééducation. Ouais. Puis un camp de rééducation, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire juste aller en prison, en fait. Et les livres ont été... on le voit ça. dans le film. Vous avez vu brûler la Oui. musique. On n'avait plus le droit d'écouter de la musique. Ouais. On n'avait plus le droit d'écouter la radio. Mm. Parce qu'on captait quand même les ondes de la BBC à partir de la Thaïlande. Et ça, il fallait se cacher. Si on savait qu'on écoutait, là, c'était la prison directe. Là. Puis mes parents essayaient de comprendre ce qui se passait à l'extérieur du Vietnam. Donc, ils se cachaient dans un endroit, puis il y avait un long fil qui descendait jusqu'en bas. Puis les enfants, nous, on devait tenir le fil. Puis si on voyait le soldat, un des soldats qui habitait avec nous, là, venir proche, bien, on tirait sur le fil pour qu'eux, ils puissent fermer la radio. Et donc, on vivait la guerre. C'est pour ça que je disais qu'on vivait la guerre après. Pendant la paix, pendant que le pays n'était plus en conflit, sauf qu'à l'intérieur même, dans la population, le conflit commençait pour ceux qui étaient de l'autre côté, ceux qui étaient des perdants. Donc oui, c'était un peu complexe. Si j'étais le réalisateur, bon, là, c'est trop tard. Puis, ben, pas c'est trop tard. Je voulais que Charles-Olivier fasse son film, que j'intervienne pas du tout. Mais s'il me l'avait demandé, j'aurais pas mis ce bout-là parce que c'est trop complexe de l'expliquer. Dans la tête de tout le monde, quand une guerre est terminée, la paix arrive, n'est-ce pas? Oui. Mais la paix n'arrive jamais après une guerre. C'est une période de transition très difficile après. Et il y a beaucoup de transitions qui ne réussissent pas. Et on le voit en Égypte, par exemple, après la chute. Et ça peut déraper complètement. Et puis, la Russie, en Afghanistan. Tant que les grosses puissances étaient là, ça gardait un certain contrôle, mais dès que les puissances, que la Russie ou que les États-Unis sont chacun partis à tour de rôle, le pays est devenu un chaos total. Oui, puis c'est encore le chaos aujourd'hui. Puis la Russie, tu sais, la fin de la Deuxième Guerre, la fin de l'Union soviétique, la fin de... Tu sais, à chaque fin comme ça, il y a un revirement et c'est beau, c'est extrêmement difficile, en fait, d'instaurer un nouvel équilibre. Voilà. Mais c'était touchant, on le voit là, à un moment donné, c'est comme des soldats, je pense, qui écoutent toute la musique classique là, sur la table tournante, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui casse. Mais là, je veux pas non plus divulgacher, mais c'était vraiment touchant. Mais c'est ça aussi, et ça, je me souviens, on devait... À l'époque, c'était pas à la maison, c'était pas des disques, c'était des bobines de ruban. Je sais pas si vous êtes trop jeune, peut-être, là, peut-être toi. Mais peut-être toi! Ben oui, t'as 47 Non, mais je pense qu'ici, vous étiez un peu plus avancé. On avait les cassettes, les vinyles, les cassettes. C'est ça, mais les cassettes, mais si on prenait les bobines à l'intérieur des cassettes, ça devenait des grosses bobines comme ça. Puis on devait installer la bobine pour écouter de la musique. Et dans le film, au début, on a trouvé une de ces machines-là. Si jamais vous retournez voir, là, il y a cette machine-là, parce que j'en ai tellement parlé que l'équipe était vraiment OK. On va la trouver. La machine. Et donc, on devait défaire tous ces rubans-là, les brûler. Sinon, ben, on était accusés de possession d'objets anticulturels, antipatriotiques, anti-révolutionnaires, par exemple. Et je me souviens, mes parents ont osé, en fait, mettre une des bobines pour les faire, pour faire écouter aux soldats la musique. Puis ce que je voulais montrer dans le livre, en fait, c'est que le cœur humain ne peut pas résister à la beauté. Peu importe qui on est, d'où on vient, la beauté est pure. Et si on enlève tout le bruit autour, ben on devient juste humain et là, on tombe pour la musique, on tombe pour la beauté. Et c'est pour ça que cette scène-là existe, je crois, pour Charles-Olivier. Et le soldat qui vient briser la machine, pour moi, c'est ça. Quand on retombe dans les chicanes d'hommerie, je dirais, ben, on brise la beauté, on casse la beauté. Et c'est seulement en cassant la beauté qu'on peut aller chercher le côté sombre de nous-mêmes. Parce que pendant qu'on est happé là, par la beauté, tout le monde, on devenait amis. Mais le moment où on enlève la beauté, là, on peut recommencer à se détester, à se taper dessus.
Mais dès que la beauté est là, terminé. C'est plus possible. C'est beau. Ben, c'est comme, on dirait Ricardo. Bon, c'est pas la même chose, mais Ricardo, on l'a reçu, puis il disait, autour d'un repas, là, c'est comme si on laissait tous nos différents côtés, puis on partage un repas, puis c'est un beau moment, on apprécie. Puis là, après, ça finit. Là, on peut repartir dans des discussions un peu plus. C'est à peu près ça. Absolument, oui. La beauté nous sauve. Ouais. C'est Dostoïevski qui a dit ça. Là. Ben, les chicanes au party de Noël, les fameuses chicanes. On parle pas de religion, on parle pas de politique, on parle les 3 sujets. Je pense que c'est les Canadiens et les Nordiques à l'époque qu'il fallait pas... c'est encore un problème. On se chicanait, en tout cas dans ma famille. Dans ma famille, en plus, c'était des Anglais et des francophones au moment du référendum. C'est mes souvenirs d'enfance. Et... on chicanait jamais pendant le repas. C'était après le repas. Quand le repas t'a fini, c'est là que la pagaille a après qu'il y a eu quelques verres de vin. Oui, exactement. Oui, c'est sûr. Là, le contrôle est moins... Bon, l'inhibition, en tout cas, est peut-être moins là. Mais, bon, en tout cas, pour les Vietnamiens, il y a moins de vin. Donc, oui. Mais non, nous, on a toujours parlé de politique parce qu'on n'a pas le choix. On vivait dans un pays en conflit. Donc, on le voit un peu dans le film, mais pas en profondeur, parce qu'on pourrait faire littéralement 3 films sur ta vie. Là. C'est juste sur le début. Oui, les 10 jours. Donc, votre famille s'est sauvée quand le Nord a envahi le Sud, finalement, là, quand les communistes ont envahi. Mais ça a dû être stressant. Là. Je veux dire, comment on fait ça? On part avec rien en plein milieu. Ce sont, comment je dirais ça, des situations extrêmes. Quand on est dans une situation extrême, on tombe dans l'instinct de survie. Et là, on n'a pas à se poser 1000 questions. Tu sais, quand une maison brûle, c'est très vite pour les adultes, en tout cas, par exemple, une mère ou un père, de prendre la décision de jeter un enfant par la fenêtre pour le sauver. En temps normal, c'est impossible. On aurait calculé la hauteur, on va sur Google pour voir c'est quoi les chances, qu'est-ce qu'on casse, et est-ce que l'enfant devrait être jeté par le pied en premier, le côté. Tu sais, on va tout étudier ça. Mais dans une situation extrême, on réfléchit pas. On sauve. On sauve ce qui est sauvable. Oh, je sais pas, ça se dit pas, là, mais en tout cas, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a là sur le moment. Et on n'a pas 10 000 heures pour penser, on a 10 secondes. On y va ou on n'y va pas. Cette fenêtre-là s'ouvre seulement pendant 10 secondes. Donc, on saute et on espère pour le mieux. On espère le mieux, on espère qu'il y a une suite. Mais on accepte d'avance qu'il n'y a pas de suite. Et ça, c'est plus facile. Qu'on accepte déjà qu'on s'en va vers la mort. C'est une dernière tentative, peut-être qu'on va survivre. Ben, c'est facile. Je dis ça, c'est facile, dans le sens où il n'y a pas d'autres options. Alors que nous, ici, on déménage-tu à Paris, on déménage-tu pas à Paris? Si on déménage à Paris, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Si on reste, il y a des... Vraiment ça. Tu sais, vraiment... Alors que dit, t'as pas le choix. Si tu y vas pas, tu meurs. Si tu y vas, tu meurs. Tu meurs de toute façon. Alors, go. Et donc, ça devient facile quand on n'y a pas de choix. Ah, mais on le voit bien, là, tu sais, la fuite de votre maison, ensuite, le bateau, ensuite, le plus petit bateau, ensuite, le camp de réfugiés, genre la pluie qui tombe sans arrêt. C'est... Tu sais, on l'a pas vécu, mais c'est anxiogène tout le long, puis on le sent, là, tu sais, dans le bateau avec les bébés qui pleurent à côté, puis vous êtes comme tout trempé. En tout cas, c'est tellement bien représenté. Tu parles d'anxiété. Je dirais qu'aucun d'entre nous avait de l'anxiété. Non. Parce que dans ces situations-là, la tête est très intelligente. Elle nous met dans un état de... Et là, c'est une psychiatre, là, je vais la citer, je viens de l'écouter, Dr. Rousseau, qui a dit, dans ces moments-là, il y a un gel de soi-même. Sinon, on ne peut pas survivre. Ben non. Ce qui est là, c'est trop difficile. Et donc, c'est pour ça que je dis, dans ce bateau-là, on était 218 personnes dans un bateau de 10 mètres de long. Okay? Donc, normalement, même sur cette chaise qui est très confortable, on ne peut pas s'asseoir 4 jours là-dessus puis ne pas ressentir des douleurs, n'est-ce pas? Mais étrangement, dans ce bateau-là, rien. On n'a plus mal aux muscles. Pas seulement ça, on ne sentait même pas tout le vomi, tout ce que vous pouvez imaginer pendant 4 jours. Et c'est ça,
quand on regarde, c'est pour ça que j'ai eu une réaction très forte quand j'ai vu le film pour la première fois en tant que cinéphile, c'est que pendant qu'on y est, on ressent pas. On est juste dans le moment, on essaie de survivre, point. Puis la tête nous aide en plus à nous geler. C'est en regardant le film, je dis, oh mon Dieu, c'était tough, ça. Tu sais, quand on a un recul, on se dit, comment j'ai fait ça? Tu sais, tous les parents, on se pose la question 20 ans plus tard, comment est-ce qu'on a pu aller à la garderie, faire la boîte à lunch, se lever, aller travailler, déblayer? Tu sais, on comprend pas, on se comprend même pas. Mais pendant qu'on y est, on le fait. Ouais. Et c'est seulement du recul que ça me frappe. Ça me frappe comment est-ce qu'on a pu traverser tout ça. Ouais. Et je remercie le cerveau d'être beaucoup plus intelligent que nous-mêmes. Là, tu sais, il nous... Il bloque tout. Et il faut un certain temps pour dégeler. Selon Dr. Rousseau, le psychiatre qui est spécialisé en traumatisme à McGill, elle dit, et c'est là où j'ai compris le film, en fait. J'ai dit, c'est pour ça qu'il y a eu ces premiers moments où j'étais juste, je sais pas, dans un état seconde. Ouais. Parce qu'elle dit, il faut que le dégel soit lent. Parce qu'il faut qu'on recommence à vivre tranquillement. Tu sais, c'est ça, comme dégeler un poulet. Ça prend du temps. Mais on dirait que tu l'expliques, puis tout, tu sais, le film, là, parce qu'on la voit, la petite fille, puis elle est super touchante, puis tu sais, elle est comme la ressemblance est incroyable. À part du fait, puis je ne veux pas... je peux te tutoyer. Mais oui, mais oui. Mais je ne veux pas t'insulter, mais à part du fait qu'elle est aussi grande, sa poussée de croissance était finie dans le film. Ah oui, mais maintenant, non, dans la vraie vie, elle pousse, puis elle est rendue bien grande. Et là, non, elle est tellement mignonne. Parce que j'ai des beaux yeux. Non, une belle bouche. Mais oui, extraordinaire. Tu as envie de la prendre dans tes bras, là. Mais là, non, elle a un regard, des yeux, des yeux extraordinaires. Non, si c'était moi, on aurait fait comme « Ouvre tes yeux encore, là! Ouvre tes yeux! » Mais oui, mais on la voit comme en retrait un peu de tout ce qui se passe. Puis à un moment, on la voit sourire un peu plus, rire, puis on voit ses émotions, justement, comme tu dis, un dégel. On le voit dans le film beaucoup. Et on trouve ça étrange, mais vous avez peut-être vu dans les nouvelles l'image d'un des garçons qui a été... qui a pu retourner dans sa maison après je ne sais pas combien de jours là, en otage, et était porté par les je sais pas, les soldats, je sais même pas comment appeler ça, parce qu'ils sont masqués, tout, ça fait peur, là. Mais son regard est vide. Puis il n'a pas l'air du tout paniqué ou paniqué. Il paniquait pas du tout. Alors que nous, en regardant, on panique pour lui, là. Mais c'est ça. La docteure, elle a expliqué que il y a ce gel-là. Tu as besoin de ce gel-là. Sinon, tu peux pas. Et la preuve, c'est que le fait qu'on ait réussi à dormir à côté du trou qui avait été creusé là, pour les 2000 personnes comme toilette, un trou ouvert à 45 degrés, là, disons que ça bouillait. Là. Je sais pas, ça faisait un bon bouillon, disons. Ça fermentait. Oui, ça fermentait pas mal, mais le nez, il arrête de sentir. C'est ça que je voulais dire, le gel. C'est que sinon, on ne peut pas survivre. Parce que tu ne peux pas aller ailleurs. C'est ton seul endroit de dormir à 2 mètres de ce trou-là. Puis c'est tout. Puis on parle de partir, du moment que la famille a décidé de quitter le Vietnam et va arriver au Québec, c'est quoi le laps de temps environ? C'est pas très long pour nous. C'est seulement 4 mois et demi. Qui est quand même long. C'est 4 mois et demi de camping extrême. Disons, c'est ça, Survivor. Là, c'est pour ça, à chaque fois que j'écoute cette émission-là, j'ai dit, je devrais participer. Je sais comment survivre à cette affaire-là. C'est rien du tout, là. Je peux pas croire, je sais pas si tu as vu cette émission-là où ils ont réussi à attraper un poisson,
Puis il y a un chef dans l'équipe, puis le chef a commencé à faire des filets avec le poisson. Je suis toute comme, non! Tu manges toute la tête. Ben oui! Tu jettes rien, les œufs, la queue. Qu'est-ce que c'est ça, faire des filets avec le poisson? Puis là, il n'y en avait pas assez pour les 10 qu'ils étaient. Oui, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Mais en tant que chef, hein, tu comprends qu'on ne jette pas. Ben, on lance l'invitation à nouveau s'il y a une version célébrité de Survivor mais Québec. Sortez-moi d'ici. Oui. Ah, on devrait t'inviter. Oui, mais je vais énerver tout le monde parce que je vais trouver ça. Ben voyons donc, on peut tout faire avec 2 petits bouts de... de bois, là, puis on va se brosser les dents avec l'écorce, puis on va faire du feu. Je sais pas, on va sucer les tiges. Là, un bouillon avec des feuilles de cèdre. Ben oui. Non, il faut pas m'inviter dans ces affaires-là. Tu gagnerais tout demain. Kim, on t'a surtout connu pour ta passion pour la cuisine. Tu t'as appris aux Québécois moyens comment faire de la cuisine vietnamienne. Ça vient d'où, cette passion? Au départ, c'était vraiment par fierté nationale, un peu. Parce que comme on sait, la cuisine thaïlandaise, la cuisine japonaise, c'est toujours considéré comme une cuisine sophistiquée. On est prêt à payer un peu plus cher que la cuisine vietnamienne. La cuisine vietnamienne, c'est fast-food santé. Très souvent, on dit ça. Et j'ai eu la chance de retourner au Vietnam travailler, de refaire connaissance avec la culture. Et je me dis, mais c'est extraordinaire. Et après ça, j'ai travaillé à Bangkok. Et à chaque fois qu'on allait dans un restaurant vietnamien, ça coûtait 2 fois plus cher qu'un restaurant thaïlandais. Ben, parce qu'on était en Thaïlande, tu sais. Et là, je me dis, comment ça, la cuisine vietnamienne est vue comme une cuisine vraiment plus raffinée en Thaïlande? Et là, je dis, c'est tout à fait possible de le voir à l'envers. Ben, pas à l'envers, mais autrement. Donc, je suis revenue ici, puis je voulais vraiment présenter cette cuisine vietnamienne qui est très belle, qui est vraiment... Ben, c'est ça, si on osait d'aller un peu plus loin. Et quand je vous parle de plus loin, c'est qu'il y a 44 ans qu'on venait d'arriver, il n'y avait pas de cuisine vietnamienne vraiment, il n'y avait pas de produits. Donc, on a remplacé les produits vietnamiens avec les produits disponibles ici. Et avec le temps, les restaurateurs pensaient que, on doit offrir ce goût à la population parce qu'elle est habituée à ce goût-là. Et la vraie cuisine vietnamienne, avec des ingrédients qui devenaient disponibles, c'était juste pour les Vietnamiens. C'était pas pour le reste du monde. Vous voyez? Là, j'ai dit non. Ils ont le droit aussi de goûter à la vraie nourriture vietnamienne. Et il y a beaucoup de Québécois qui sont allés au Vietnam. Là, j'ai dit, ils veulent retrouver ça. Et non, c'est un peu par fierté nationale. J'ai dit, non. Mon Dieu, beau chien! On devrait être considéré autant que les autres cuisines sur le marché et non pas comme étant une deuxième classe, là, je dirais. Je comprends. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ce resto-là. Et la réponse a été très belle, mais moi, je ne savais pas, je ne suis pas une femme d'affaires, je ne sais pas quoi faire avec un restaurant. J'étais gênée de facturer. Vraiment, le prix était tellement ridicule que les gens changeaient le prix eux-mêmes. C'est vraiment drôle. Mais oui, je ne comprenais pas ce que je faisais, là. Tout ce que je voulais, c'était partager la beauté de cette cuisine-là. Et c'était... une étape après l'autre. J'ai été invitée à la télé au début par les Kiwis et des hommes. Et puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis là, soudainement, je suis supposée de connaître la cuisine vietnamienne. Mais non, je sais juste comment manger. L'avantage d'avoir un restaurant, c'est qu'on a la pratique. Même si on ne sait pas comment faire, je ne sais pas, un porc caramel, mais si on le fait 5000 fois, on devient bon. Oui. Et c'est comme ça. C'est vraiment en pratiquant. Ouais. Et je me suis donné moi-même la responsabilité de partager le plus possible. Et je pousse les autres amis restaurateurs, restauratrices vietnamiennes. Je dis, là, allez-y, là, ils sont capables. Ils aiment ça. Je vous dis, les Québécois, ils n'ont pas peur là, de manger la même chose que nous. Là. Mettez les herbes dans vos rouleaux, alors qu'on se limitait à vous offrir juste la menthe. Oui, c'est vrai. OK? Ou la coriandre. Ouais. Alors que nous, dans le rouleau, il y a 6 herbes. Ah ouais? Mais oui! Là, tu te dis,
Mais pourquoi eux, ils sont privés de tout ce bouquet qui ouvre comme ça dans la bouche? Ils disent non, eux, ils sont contents avec juste la menthe. Je suis désolée, mais on dit ça de vous. Eux autres sont contents. Juste avec la coriandre, ils sont contents. Mais j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on parle quand même ces temps-ci de l'appropriation culturelle en gastronomie, en cuisine. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que, mettons, un Blanc, là, mettons Bob, lui, il se part une section vietnamienne là, sur son site web. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Pour moi, c'est tellement beau d'avoir quelqu'un qui interprète, qui réinterprète. Parce qu'on met tout ça dans la nature, sur la table, là, puis chacun va interpréter. D'ailleurs, tous les concours de chefs, on met un ingrédient au milieu de la table, puis chacun va interpréter selon le bagage. Ouais. Et donc, Bob, disons, t'es allé au Vietnam, et le goût que tu aimerais retrouver, c'est pas la coriandre, c'est une autre, le basilic, disons. Donc, tu vas l'interpréter selon tes souvenirs, tes goûts à toi. Pourquoi on empêcherait quelqu'un de le faire, selon moi? Et ça, peut-être parce que j'ai eu la chance, avec le livre, que j'ai cité un proverbe là, en vietnamien qui dit quand on n'a pas de cheveux, on n'a pas peur que quelqu'un nous tire les cheveux. Okay. Donc, c'est un avantage. OK? Et, mais ce que je voulais dire dans le texte, c'était plutôt des biens matériels. Quand notre maison n'a rien de précieux, on n'a pas peur de se faire voler, n'est-ce pas? Et donc, je disais ça. Donc, je veux être dépossédée le plus possible pour avoir cette liberté, cette légèreté-là, de ne pas avoir peur. Et il y a une dame qui est venue à un salon du livre un jour comme ça, puis elle me dit, écoutez, elle s'en allait sa première séance de chimiothérapie et elle craignait la perte de ses cheveux. Elle apportait avec elle Rue pour lire pendant la séance. Elle est rentrée dans une salle, et il y avait d'autres mondes dans la salle et personne ne parlait vraiment. C'est sûr que c'était pas un club social. Là. Et donc, elle a commencé à lire, puis elle est tombée sur cette phrase-là. Et elle a dit, ce proverbe-là a changé complètement son interprétation de la perte de ses cheveux. Et donc, elle a lu cette phrase-là au groupe, puis ils sont devenus un groupe de soutien. Oh, wow. Ils sont devenus des amis. Puis elle est venue me voir pour me dire qu'elle est en rémission. Donc, elle est venue, je crois, 2 ou 3 fois. Puis là, je ne l'ai pas vue depuis un moment. Je suis inquiète un peu, là, parce qu'elle m'a créé un lien. Oui. Mais c'est là où on se dit, l'interprétation des autres agrandit l'idée première qu'on avait eue. C'est beau, Parce que l'idée première était très limitée. Dans ma tête, c'était juste, c'est bien. Jamais je pensais qu'on pouvait le lire dans le cas d'un cancer. Dans un traitement de chimio. Oui. Alors, il faut donner, selon moi, la possibilité aux autres d'interpréter. Puis, ben oui, c'est sûr que le rouleau ici, vous mettez la mangue du poulet, tout ça. Ma mère était comme, ben voyons, pour le rouleau, il n'y a pas de mangue. On met pas de crevettes congelées. Mais oui! C'est vrai. Mais c'est sûr, pour ma mère, elle se dit, mais ça, c'est pas le rouleau traditionnel. J'ai dit, mais ça l'est pas non plus. Ça l'est pas. Ça, oui, c'est inspiré d'eux, mais après ça, profite. Profite de ce que ce rouleau-là est devenu aujourd'hui. Il est adopté un peu partout, comme le sandwich vietnamien, le banh mi. Oui, c'est vrai. Ben, chacun, on l'interprète comme on veut, là. Même au Vietnam, il y a combien de variétés, de sortes d'interprétations de chaque madame qui te vend le sandwich, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que on pourrait pas mettre du kimchi dedans si c'est en Corée? Tu sais, quelque part. Puis ici, pourquoi ça serait pas... Je pense au Michigan, c'est tellement bon, là. Le hot dog avec la sauce viande, ça fait 30 ans que j'ai jamais retrouvé le Michigan. Où est-ce qu'on mange ça, d'ailleurs? Un Michigan? Oui. Dans certains bons casse-croûtes, ils en font. C'est vrai? Oui. En région, on va en trouver plus. Je vais aller à la recherche. Parce que la première fois... la première fois que j'ai mangé ça, je dis, mon Dieu, quelle belle invention! C'est sûr qu'on n'est pas loin de là. Sur la rue Masson, il y a le Nouveau-Canada, qui est juste à côté, me semble, du Petit Québec, qui est très, très drôle. Là. Oui. Ils sont un à côté de l'autre ou un en face de l'autre, c'est certain. J'y vais, là. Je te le dis ce soir. Mais quelque chose, on parle du banh mi. Moi, je suis un fervent du banh mi, parce que c'est encore comme...
quelque chose d'abordable à manger. Puis on sent que c'est santé, mais ça l'est peut-être pas tant que ça. Mais on dirait que des fois que tu as le goût d'un sandwich, tu te dis, c'est santé. Il y a des légumes. Il y a des légumes. Mais c'est peut-être un peu plus santé parce qu'il y a tous ces légumes à l'intérieur et il y a le piment. Une des versions qu'on trouve souvent dans le menu, parce qu'il y en a 12 variétés dans chaque place, c'est avec le fameux jambon en canne. Le spam, littéralement. C'est-tu quelque chose... C'est vrai? Puis je me suis demandé, c'est-tu quelque chose qu'on cuisine au Vietnam, le jambon en canne? Ou... Ben oui, le jambon en spam. Pas en spam, mais qui s'appelle spam, là, c'est ça? Ouais. C'est fou, hein, que le nom spam soit spam. C'est ça, comme... je sais pas s'ils sont allés chercher le jambon pour appeler tout ça spam, mais c'était très populaire pendant la guerre. OK. Les Américains étaient présents au Vietnam pendant 20 ans. Hein? Oui. Donc, toute la nourriture envoyée aux soldats, c'était la nourriture en conserve, dont les boîtes de spam. Et les soldats soit revendaient ou ils n'en mangeaient pas toutes ou ceux qui travaillaient à l'intérieur pouvaient en sortir de temps en temps. Donc, le spam, le jambon, c'est ça, on appelle ça? C'est du jambon. Oui, le jambon spam, c'était du chic là, au Vietnam. T'as pas ça à tous les coins de rue, là. Il fallait connaître quelqu'un. Donc, tu vois, dans notre mémoire à nous, c'est un produit importé. Donc, la baguette est de la France. Oui, la colonisation, l'occupation française. Parce qu'on n'utilise pas la farine de blé. On n'a pas de blé. Farine de riz, c'est vrai? Ben oui, nous, c'est plus farine de riz ou de manioc. OK. Donc, la farine de blé est vraiment importée de la France. Et donc, la baguette, on n'a même pas de four. Donc, on ne peut pas faire de baguette, n'est-ce pas? Parce qu'on cuisinait sur une bouche de charbon une bouche ouverte, là, comme ça, avec du charbon. Comment on dit ça? Nu, là. Mm-hmm. Et donc, pour pouvoir faire des pains baguettes, on devait construire une boîte. OK. On mettait la pâte à l'intérieur et on allait chercher le charbon rouge, puis on mettait sur le dessus de la boîte pour avoir la chaleur des deux côtés, n'est-ce pas? Et donc, le pain baguette, l'idée du pain baguette vient directement de la France. Après ça, le beurre, la mayonnaise. La mayonnaise vient de la France. Et donc, au Vietnam, on mange encore la mayonnaise jaune, c'est-à-dire les jaunes d'œufs avec de l'huile, on bat ça. La mayonnaise blanche, comme on a là, on ne connaissait pas. Et oui, les Américains sont arrivés avec la mayonnaise blanche, mais nous, on avait déjà été entraînés avec la bonne mayonnaise, la vraie mayonnaise jaune avec de l'huile. Donc, on n'a jamais adopté la mayonnaise blanche. Alors qu'au Japon, on adopte la mayonnaise blanche. Ouais, la fameuse mayonnaise japonaise que tous les hipsters capotent dessus. Ah ouais? Ah oui, la Kewpie, là, Oui, mais ça vient alors, parce qu'eux, ils n'ont pas eu la culture française. Nous, on l'a eu. Donc, nous, on s'en va dans la vraie mayonnaise. Okay? Après ça, tu as le pâté de foie français, n'est-ce pas? Le jambon, parce que c'était jambon beurre. Oui. Hein? C'est une version un peu... Oui, donc on a le jambon. Il fallait aller chercher le jambon. Mais les Vietnamiens n'étaient pas satisfaits juste avec cette combinaison-là. Donc, on a ajouté une viande vietnamienne avec la quen. Okay. Parce qu'on aime la texture. Et le jambon, c'est trop mou. Tout est mou là, dans ce pain-là. Là. Oh ouais. Donc, on est allé... Donc, c'est comme, tu vois, je pense que c'est l'épaule ou je ne sais pas trop quoi, ou la fesse, là. Tu as la quen. Non, on cuit avec la quen, on coupe avec la quen, on insère la tranche avec la quen. Et après ça, on ajoute un peu de sauce de soya. Parce qu'on trouve que la mayonnaise, c'est moyen. Donc, il fallait un peu de goût. Ensuite, la coriandre, évidemment, le piment, le daikon et les carottes. Et le concombre. Ouais. Donc, c'est parce que ça nous prend la fraîcheur. On est habitué à la fraîcheur. Donc, c'est vraiment pas un mariage. C'est vraiment un supplément. Ou sinon, on a mis deux ensemble. Deux cultures qui se rencontrent entre deux tranches de pain. Manger ça en ce moment. Puis aussi, il y a un jambon vietnamien cuit à la vapeur. OK.
Un jambon au porc, enveloppé dans des feuilles de bananier. Ça tombe bien parce que le porc est quand même la protéine de choix au Vietnam à l'époque. Ben encore aujourd'hui, c'est la viande principale, je te dirais. Donc, mais on cuit dans une feuille de bananier. OK. À la vapeur ou dans l'eau, ça dépend. Et ça, ben on met aussi ces tranches-là. C'est pour ça que quand vous allez commander, là, il y a comme 1000 sortes de viande là, à cause de ces additions des deux cultures. On veut mettre les deux ensemble. Et étrangement, ça marche. Ça marche super bien, wow. Ben oui. Ouais. Ben moi, c'est un de mes sandwichs préférés. D'ailleurs, je le dis, pour les gens qui viennent à Montréal, qui veulent manger un bon banh mi. Ben, c'est où, hein? Où est-ce que tu vas? Ben moi, le meilleur pour moi, c'est Hung Fat au coin, j'espère que je le dis bien, c'est au coin de Jean Talon et Saint-Denis, en t'en allant vers le métro, en t'en allant vers le marché Jean Talon. Oui. Écoute, c'est des jeunes qui ont repris un peu le commerce de leurs parents et c'est une usine à banh mi. Tu vas là sur l'heure du midi. Et c'est fermé le mardi, parce que le mardi, c'est comme votre dimanche au Vietnamien. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils ont juste décidé que c'est la journée du cinéma. Donc, ils ont dit, on s'en va au cinéma. J'ai aucune idée. OK, je pensais que c'était comme, pas un férié, mais votre journée de congé. Non, nous, c'est 7 sur 7. C'est quoi ta place, toi, à Banh Mi? Moi, je connaissais pas, mais je vais y aller. Je sais qu'il y a beaucoup de deuxième génération là, qui sont extraordinaires. Il y a Petit Sao au marché Atwater l'été. Mais c'est un peu riche pour moi. C'est un peu plus riche que le vietnamien de base, traditionnel. Peut-être pour plaire aussi au goût d'ici. Il y a plus de viande que le traditionnel. Traditionnel, vraiment, quand je vous parle de toutes ces tranches-là, c'est tellement mince là, qu'on voit à travers. On voit la lumière traverse. Là, donc, c'est juste le goût. Donc, je vais encore dans le très classique au tout début. Je pense que c'était les premiers. Wang Hoan, c'est sur Saint-Laurent. C'est un petit comptoir, mon Dieu. Pour rentrer seulement, c'est difficile. Si j'ai un manteau d'hiver, je rentre pas. Là, c'est aussi simple que ça. Mais c'est le classique. Là. Toutes les tranches sont très fines, très minces. C'est ça au début du quartier chinois? Comme oui, sur Saint-Laurent, près là, de René Lévesque, côté est. Je sais exactement. Tu vois de quoi? C'est très étroit, puis il y a le frigo à liqueur dans le fond. Ouais. J'avais des amis qui venaient du Laos, qu'on faisait de la planche à roulettes, puis c'est eux qui m'ont fait découvrir le banh mi. Ça n'a pas l'air propre, mais c'est correct, j'ai jamais été malade. C'est délicieux. Non, à l'époque, le Red Bull, il était encore en petite bouteille de vitre. Puis on allait s'acheter du Red Bull, puis un banh mi, puis je me trouvais exotique à 15 ans de faire ça. Moi, j'irais avec le vin. Je viens de voir ça. Est-ce que tu veux un verre de vin? Ben, je peux pas boire du tout, mais je trouve ça beau. Nous, on a comme arrêté. C'est vrai? Temporairement. Oui, pas pour la vie. Jusqu'à Noël. Ce serait pas bon pour la business. C'est pour préparer le temps des fêtes. Ouais, OK. On prend un petit break, mais en tout cas, si t'en voulais. Mais non, le dessert que t'as fait. Le dessert. Et là, habituellement, je demande à mon invité qu'est-ce que je lui prépare et ton agente dit t'as carte blanche. Kim m'a dit carte blanche. Puis là, je me suis dit, je vais me laisser inspirer par le film. J'allais voir Rue, puis là, puis ça tombe bien, il y a une bonne portion qui tourne autour de la table québécoise. Oui! Et là, mon premier flash, j'ai dit, j'ai fait un pudding chômeur. Puis après, je me suis dit, ben non, c'est sûr qu'elle a mangé 10 000 versions du pudding chômeur qui est arrivé au Québec. Tout le monde a voulu lui faire goûter le pudding chômeur. Oh, t'as peur de la compétition? Oui, exactement. Et là, je suis allé avec un gâteau qui est particulièrement... qui a une histoire pour moi. Ce gâteau-là, c'est le gâteau Snobinette. C'est ça le vrai nom du gâteau. C'est un gâteau Snobinette. Snob, mais juste un peu, c'est ça? C'est un peu comme un pudding chômeur. Okay? Donc, le gâteau, il est un peu mou, mi-cuit à limite. Okay? Dessus, c'est une meringue de cassonade. Je vais expliquer un peu ça vient d'où le gâteau. Moi, j'ai pas eu de grands-parents. Du côté à ma mère, sont décédés avant que je vienne au monde. Du côté à mon père est anglophone. Fait que mes grands-parents sont partis au référendum en 80. Il y avait peur que le Québec devienne souverain et sont tous allés vivre en Ontario. Donc, quand ma mère s'est remariée pendant mon adolescence, elle s'est mariée avec un homme de Sainte-Perpétue à Nicolette, en plein dans le centre du Québec. Et la mère à Claude, le deuxième mari à ma mère, cuisinait énormément quand on allait là. Et ça, c'est un gâteau
que la première fois que j'ai goûté, ça goûte le ciel pour moi. Ah, bon. Oh! Et c'est un gâteau pour moi qui représente le temps des fêtes. On s'approche du temps des fêtes. Parce que j'y allais pas tout le temps, ma fête à moi, c'est l'été. Elle m'en faisait souvent, mais à Noël, quand elle préparait la table pour tous ses enfants, ce gâteau était fait pour moi. Vraiment. Oh. Là, c'était la façon de m'intégrer. Hein, on parle souvent d'intégrer les gens avec la nourriture. C'est leur façon de me faire sentir un peu chez nous, à Sainte-Perpétue. Je me suis dit, t'as peut-être jamais mangé un snobinette. J'ai jamais mangé une snobinette. snobinette. Un snobinette ou une... Je sais pas, on peut dire une snobinette, je pense. Ouais. Je pense que c'est plus Et une pendant toute une conférence que j'ai faite, je pensais que squelette était féminin parce que ça finit par C'est vrai. être. OK? Donc maintenant, j'ai peur. Les êtres sont pas nécessairement féminins. Non, pas toujours. Oh mon Dieu, ça a l'air cochon. C'est très Super bon. cochon. Est-ce que, Mélic, tu veux... OK, mais je vais t'en offrir après. On en a tout Mais le temps. c'est quoi? C'est sirop d'érable ou non dedans? C'est le seul unique sucre malade. qu'il y a dans ça. C'est la cassonade. Et il y en a beaucoup de cassonade. Dans le gâteau, la partie inférieure, là, gâteau spongieux, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une demi-tasse de cassonade. Je pense que c'est une demi-tasse de beurre, de la farine, de la vanille, des C'est œufs. le meilleur dessert que t'as fait, je pense. Non, Merci. ouais, on accepte d'avance. Quand on mange un dessert, sérieux, il ne faut pas commencer à compter. Non. Ah non, Non. non, ça c'est sûr. Parce Non. que la meringue sur le dessus, c'est uniquement 2 blancs d'œufs montés en meringue avec 2 tasses de cassonade. OK. Comment tu fais pour que ça reste meringue avec tout le... Tu intègres le sucre? là? Tranquillement, pas vite. Ouais. Puis Ah, même ouais? moi, en le faisant aujourd'hui, ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Je l'ai fait pendant la pandémie, ce gâteau-là, la dernière fois. Et j'étais comme... C'est vraiment 2 tasses de cassonade dans 2 blancs d'œufs? Ça va tenir le coup. Et ça tient à marche. merveille. Ben, c'est... ouais. Écoute, je suis très contente de ne pas avoir pris de dessert à Ben mon oui. lunch. C'est ça, ben oui. C'est C'est comme comme parfait. pudding saumeur, Oui. sucre à crème, un peu. C'est comme dirait ma mère, c'est riche. Ah. C'est riche, Robert. C'est riche comme gâteau. Mais hyper satisfaisant. Puis Ouais. avec un thé, là, Ah oui, c'est ça. Avec quelle le thé. combinaison. Ouais. Tu sais, un thé à la menthe, Ouais. j'ai l'impression d'être dans notre Québec 1970. Hein? Je sais Ben, pas pourquoi, Ça me fait plaisir. mais vraiment, même la texture est vraiment de cette... Même si j'étais pas là, en 70, j'ai l'impression que j'ai connu cette époque-là. Ça goûte le beurre aussi. là, Ah, c'est fou. Hey, hein. mais moi, c'est parce qu'on est passé tout droit plein d'affaires du film que je voulais parler. Ben non, Fait que mais on peut reviens. revenir, oui. Parce qu'on disait, justement, en finissant, on a beaucoup parlé du film, puis on se disait, c'est tellement positif à l'intégration des cultures. Je sais pas, comment on a dit ça hier? C'était comme intelligent de la façon qu'on a dit, tu sais, avec toutes les lois en ce moment, Oui. tu disais OK. caquiste. Ça, puis, ça, tu sais, c'est vrai, OK? On parle beaucoup des lois, des quotas d'immigrants. Les seuils. Oui. Seuil. Et c'est... Moi, je m'attendais pas à ce qu'on soit si accueillant que ça en 1975 dans le film. Je trouvais ça... C'est Je trouve beau, qu'on là. est beau Oui. au Québec. Je suis, tu sais, puis là, oh mon Dieu, vous me posez tellement la bonne question parce que là, la Kim avec du sucre, là, elle s'énerve. OK? Et l'affaire, c'est que malheureusement, ce qu'on voit mis de l'avant, c'est juste les problèmes. Quand est-ce que tu vas écrire sur une femme qui vient donner une sauce à spaghetti à sa Ah, voisine? c'est vrai, oui, c'est vrai. Hein? Jamais. Non, c'est vrai. Jamais. Alors que ces actes-là arrivent et existent au quotidien. Il y a des actes de gentillesse au quotidien. C'est vrai. Mais on le dit pas. Non. On va juste faire... on va publier, on va parler seulement quand ça ne va pas. Ouais. Alors que le 90 qui va bien, on n'en parle jamais. Ça, c'est de un. OK? Et deuxièmement, oui, la façon que nos leaders parlent de l'immigration a un effet direct, un impact direct sur notre vision, sur nous-mêmes. Alors que quand on est leader, notre rôle, c'est d'être le miroir de notre population, de notre société, qui nous sommes, n'est-ce pas? Parce que ils nous représentent, mais mieux que ça, ils ont la responsabilité de nous dire qui nous sommes.
Hein, de dire, non, on est très fort artistique, au niveau des arts, on va investir là-dedans parce que c'est là où on est bon et c'est là où on rayonne dans le monde. Et notre diplomatie à nous, dans le monde, c'est les arts. Okay? Donc, c'est ça. Un gouvernement ou sinon un chef d'État, c'est de dire qui nous sommes à nous-mêmes et aux autres, n'est-ce pas? Alors, quand on est un chef d'État, je crois qu'on a la responsabilité de donner l'heure juste. Parce que ce n'est pas fair, ce n'est pas juste de nous donner une image qui est complètement faussée de la réalité. Sincèrement, il y a qui, ici, à Montréal, qui ne connaît pas un Vietnamien ou un ami qui vient qui est nouvellement arrivé? Tout le monde. Je pense que ce sera très difficile. Puis là, je parle de Montréal, mais même à l'extérieur de Montréal. Comment, aujourd'hui, est-ce que c'est possible de ne pas jamais avoir eu un contact direct ou indirect avec quelqu'un qui est nouvellement arrivé? Impossible. Non. Parce que c'est ça, notre société. Puis la plupart du temps, on se sourit, on se salue, on dit comment est-ce que je prononce ton nom, puis comment est-ce qu'on fait ça, comment tu manges ça, qu'est-ce que vous faites le samedi, qu'est-ce que vous faites le dimanche, c'est quoi vos, tu sais c'est ça. On a juste besoin de regarder nos, justement, IGA, l'épicerie. Oui. Mon Dieu, c'est comme si je faisais l'annonce de... mais, tu sais, le rayon de hummus. Ouais. Il y a combien de saveurs? Les trempettes traditionnelles, on n'en trouve même plus. Il faut chercher longtemps, là, la crème sûre avec quelque chose. Il n'y en a plus. Là, c'est juste hummus. Ouais. Et même dans les contrées les plus lointaines, là, la sauce de soya, la sauce de poisson même, les vermicelles. Qui se pose la question? Là? Personne. Non. Et on a juste besoin d'aller à l'épicerie pour voir l'ouverture d'une société. Même pas besoin de parler à personne. Ouais. Juste aller là. Parce qu'on en veut, on en demande. Sinon, les épiceries ne mettraient pas ces produits-là. Puis ces produits-là, on les connaît pourquoi? Parce qu'on a eu contact. Ouais. On a été exposés. C'est vrai. Et c'est pour ça que je trouve que la politique ne donne pas le bon portrait, le vrai portrait. Le vrai portrait, c'est dans l'épicerie. Juste aller là. Ouais. Et donc, on parle de... C'est évident que François Legault, il va pas à l'épicerie parce qu'il n'a aucune idée de le prix de rien. Non, mais, tu sais, et je me dis, non, mais pourquoi on fait ça? D'un côté, et je retourne en arrière, puis vous allez voir, tout de suite, il y a un documentaire sur notre groupe à nous, là, quand on est arrivé à Granby. Et ça, c'est sûr que je comprenais rien. Là. Il y avait des caméras qui nous suivaient, puis on suivait, puis c'est tout. On était très obéissants. Donc, et là, à l'époque, on l'a écouté, là, mais j'ai rien compris parce que c'était en français. Ah. Et c'est seulement 30 ans plus tard, on est retombé sur on est tombé sur le documentaire, puis là-dedans, le maire de Granby de l'époque a été interviewé. Qu'est-ce que vous allez faire avec tous ces Vietnamiens là, qui arrivent là, bientôt dans votre ville? Et il dit, je sais pas trop ce qu'on va faire encore avec eux, mais on va d'abord les accueillir. Ah. C'est-tu beau, ça, ou c'est pas beau? Ça, c'est la vraie ouverture. C'est de dire, je sais pas, on va s'arranger. On va s'aimer, puis on va s'abandonner l'un à l'autre d'abord. Et puis après ça, on va voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et il y a une dame qui était caissière d'une place. Puis elle dit, ah oui, moi, je lui ai dit, je sais pas, elle montrait à la personne acheter du sucre ou je sais pas trop quoi. Puis la personne n'a rien compris. Puis elle dit, je pense qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit, mais c'était drôle, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, elle reviendra. Puis, donc, cette ouverture-là de dire, et j'espère que le film a inspiré, ou sinon, a réussi à transmettre le message que c'est correct qu'on ne se comprenne pas. C'est la rencontre de 2 cultures différentes, de 3 cultures différentes. Évidemment, on ne se comprend pas. Et oui, il y aura des maladresses. Oui, il y aura des malentendus. Mais ces maladresses-là, ces malentendus-là viennent d'une intention, une seule. C'est se rencontrer. Et dans ce cas-là, ces maladresses-là vont devenir des souvenirs extraordinaires. Et ça, je l'ai raconté souvent, là, mais... le souvenir de nous inviter à faire du camping.
On arrivait dans un camp de réfugiés. On s'entend-tu qu'on n'a pas besoin d'aller faire du camping? Non, mais c'est tellement drôle. Oui. On comprenait pas, là. Oui. On a mis notre plus beau linge, OK, parce qu'on était invités à quelque chose. Là, on part. Là, si on voyait la voiture quitter la civilisation, là, c'est comme, oh mon Dieu, on va où? Puis là, finalement, se retrouver au camping. Je dis, non, mais la punition, de nouveau, tu sais, de devoir dormir dans une tente. Mais on parlait pas. Donc, on n'était pas capable de poser la question. On a juste enduré. Puis oui, sur le coup, on n'a pas compris. Mais assez rapidement, par la suite, on s'est dit, on est arrivé au paradis. C'est un pays tellement confortable que les gens cherchent consciemment et volontairement à s'infliger de l'inconfort. C'est pour ça qu'on va jamais camper. La prochaine fois qu'on va camper, retiens cette phrase, tu me diras ça. Non, mais c'est vrai, non? Il y a un matelas, là, tout doux à la maison. Non, on va aller dormir dans un sac de couchage. Voyons. À la maison, il n'y a pas de moustiques. On s'en va là où il y a des moustiques. À la maison, il y a une toilette qui flush, OK? Oui. On s'en va à une place où on dit, quand tu fais quelque chose, prends une roche, mets dessus. Hein? Pourquoi? C'est drôle, ça. Mais ça, c'est parce que on est au paradis. Ouais. On est au paradis, puis on est juste content. Ça, c'est l'extrait du podcast. Non, mais attends, ça m'a fait penser... J'étais étudiante dans une école privée, puis on avait beaucoup d'étudiants mexicains qui venaient en échange pour apprendre le français. Puis c'était drôle, les filles... On voulait amener 2 étudiantes qui viennent d'une famille vraiment aisée au Mexique. Puis genre, la première activité qu'on a voulu faire avec elles, c'était d'aller cueillir des fraises. Mais ça, les filles, il y avait vraiment pas de fun à faire ça. Mais nous, on fait ça au Québec, on va cueillir des fraises, puis on avait vraiment du plaisir. Puis les filles, ils trouvaient ça tellement plate. Puis genre, ils étaient ben non, là, on va pas cueillir des fraises. Exactement. Nous, quand on est arrivés, on est allés cueillir des fraises pour travailler, pour de l'argent. Ben c'est ça. Après l'école, c'est ça qu'on faisait. Et là, on voyait des Québécois qui, volontairement, voulaient aller cueillir leurs propres fraises. On comprenait pas, là. Sérieux? Mais en même temps, c'est ça. Ça révèle l'autre côté. On réalise pas. Tu sais, comme pendant la pandémie, il nous manquait la levure à cause de Ricardo. N'est-ce pas? Ou de Bob le chef. Ou de Bob le chef. Tout le monde voulait faire du pain. Tout le monde s'est mis à faire du pain. Et là, c'était ça dans nos nouvelles. Il manque de levure. OK? Et là, je me dis, oh mon Dieu, on est vraiment dans le plus meilleur pays au monde. Parce que les autres, on compte le nombre de morts, les gens sont bloqués, ils n'ont pas assez de nourriture, la distribution, ça sert. Nous, on se plaint seulement de la levure. On ne peut pas faire de pain. Oui. On peut en acheter encore du tout fait pour nous. Mais oui, partout. On n'a jamais manqué de pain, là. Et là, je me dis, mais on est dans le meilleur pays au monde. C'est extraordinaire que... Et c'est pour ça que dans le film, la scène qui me touche tout le temps, là, c'est la voiture qui roule comme ça entre 2 arbres, très symétriques, au milieu de la neige, avec les matelas sur le toit, avec, tu sais, on voit que la voiture est lourde, elle avance, puis là, elle évite un nid de poule. Et je me dis, extraordinaire. Parce que la seule chose qui va nous donner une secousse ici au pays, là, c'est un nid de poule. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mine, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. C'est juste un nid de poule. C'est tellement une bonne nouvelle. Puis, alors oui, plaignons-nous du nid de poule. Parce que c'est la seule chose. Parce que c'est ça. On est aussi extraordinaire que ça. On a un site dans ma ville de Longueuil où on peut indiquer où se trouvent les nids de poules. Come on! C'est comme... On est-tu extraordinaire comme pays? Alors, oui, donc, pour revenir, je ne vous ai pas répondu vraiment pour le discours et tout ça, mais le discours est tellement important quand on a autant d'impact sur la façon qu'on se voit. Nos leaders sont notre miroir, sont nos miroirs. Alors, c'est très important de donner le vrai visage et de ne pas instrumentaliser pour faire peur. Parce qu'on a déjà peur naturellement. On n'a pas besoin de plus. Okay? Donc, pour moi, il y a une responsabilité de vraiment parler de ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain,
c'est qu'on s'aime. Sur le terrain, c'est qu'on se donne la main. Sur le terrain, c'est oui, on va nous emmener cueillir des fraises, tu sais. Et ça, on n'en parle pas. Quand est-ce que tu vas être dans les nouvelles, dire j'ai emmené mes 2 amies mexicaines cueillir des fraises. C'est des nouvelles plates. Oui. Puis c'était parce que ça a changé, ça. Parce que moi j'étais pas né quand la vague d'immigration vietnamienne est arrivée. Mais moi, je suis né en 76. Fait que dans les années 80, il y a eu une grosse vague africaine qui est venue s'installer au Québec. Puis moi, je me souviens de ça aux nouvelles, là, justement, des collectes de vêtements. Puis même, j'en parlais à Victoria après avoir vu le film hier. On avait fait, à mon école primaire, tout le monde avait donné des vêtements pour les nouveaux arrivants. Puis j'étais tellement fier que Frédéric Poutou portait mon manteau d'hiver de l'année d'avant, puis je jouais avec dans le cours d'école, puis c'était ma fierté, pour vrai, là, qu'il y avait eu le mien. Oui, tu sais, on a une fierté de faire du bien. Ouais. Puis on oublie de le dire. Mais ça s'est perdu, ça, j'ai l'impression. Non, parce que juste avec l'Ukraine, on a tourné dans l'église ukrainienne, hein, dans le centre communautaire. Par pur hasard, on avait trouvé l'endroit avant que la guerre éclate. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes parce que dès que la guerre a commencé, les gens ont commencé à donner beaucoup de vêtements, de l'argent même, cash. Là. Apparemment, le sous-sol était rempli. La salle communautaire où on a tourné était remplie de choses. Jusqu'au plafond, là, apparemment, il fallait qu'ils sortent tout ça pour qu'on puisse filmer. Et donc, non, le don est encore là, le cœur est encore là, on est présent, mais on n'en parle plus. C'est comme si, soudainement, on ne croit plus à la beauté. On ne croit plus à la bonté, à la grandeur de nous. Et j'arrête pas d'en parler parce que je me dis, il faut que je rappelle à tous qu'on est capable de cette grandeur. On est ça, en fait. On est grand. Et c'est seulement quand il dit non, sois pas grand, mais il faut que tu aies peur, là, que là, on recule, puis on perd cette capacité. On doute de notre propre bonté, qu'on est capable de faire du bien. Alors qu'on est capable de faire du bien. Et à un moment donné, j'étais, comme vous, un peu, j'étais découragée. J'ai parlé à une ancienne révolutionnaire du Nicaragua. En tout cas, je peux vous dire qu'elle était révolutionnaire encore à 70 ans. Non, 75. Peu importe, une dame quand même assez âgée, mais tu niaises pas avec, là, tu sais. Et là, j'ai dit, mais je suis découragée, je sais pas ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux apporter? Tu sais, Et elle dit... pense aux moustiques. Je comprends. Je dis, pense aux moustiques. Je dis, tu sais, le moustique est tout petit, hein? Mais quand il se retrouve dans ton lit, là, autour de ton lit la nuit, là, un seul moustique peut te rendre fou. Oui. Hein? Il te dérange, là. Alors, pense aux moustiques. Il peut déranger, mais aussi, il provoque plein de changements. C'est grâce aux moustiques qu'on a inventé du off, de l'encens, les moustiquaires, les petites machines qui font la citronnelle. La citronnelle. On l'a pas inventé pour les moustiques. Non, mais on l'a adapté, les petites spirales. Les petites spirales, les chandelles, toutes sortes d'affaires. Et donc, le moustique a provoqué beaucoup d'inventions et de changements dans nos habitudes de vie, n'est-ce pas? Et donc, il ne faut pas sous-estimer l'impact de notre petit geste à nous, chacun, qu'on contribue dans la société. Et donc, on peut créer la société qu'on veut, beaucoup plus qu'on le croit. Donc, il dit, il faut que tu penses, t'es un moustique. Et donc, je crois que la société, peu importe ce que la politique nous essaie de nous faire entendre, nous faire comprendre dans le quotidien, je crois que c'est difficile aujourd'hui de cuisiner seulement typiquement québécois, manger québécois 7 jours sur 7. Non, tout Québécois aujourd'hui mange à un moment donné de l'italien, du portugais, du grec, du vietnamien, du chinois. Bon, peu importe, plein. On n'est plus capable d'être purement là, 7 jours sur 7 québécois. C'est impossible. Puis on combine, oui, peut-être pâté chinois, mais avec une entrée de rouleaux impériaux. C'est plus possible parce qu'on vit ensemble, naturellement. On s'aime naturellement. Et ça, on le dit pas assez.
Mais je pense que ton film, en tout cas, ça devrait être obligatoire, tu sais, pour les jeunes au secondaire, là. Puis on doit le dire, là, on est allé voir au cinéma Beaubien, puis il y avait... C'était salle comble. Oui. J'ai jamais vu ça. Ouais. Il y avait... Les gens même se séparaient. Ils ne pouvaient pas s'asseoir un à côté de l'autre. Non. Il n'y avait plus de siège un à côté de l'autre. C'est fou. Aussi. On était devant même. Puis il y avait des jeunes de 14 ans à côté de nous. Deux petits gars qui sont venus. Avec leurs parents, qui sont venus. Ah oui? Puis le meilleur... À la fin du film, la salle a applaudi. Hein? La dernière fois, et je ne mens pas, la dernière fois que j'ai vu une salle de cinéma applaudir, c'est Return of the Jedi. Je n'ai pas vu ça depuis... Ah non, mais toute la salle, c'était... Mais voyons donc! Ça m'a vraiment... Moi, je pensais qu'on applaudissait parce que j'étais dans la salle ou que le réalisateur était dans la salle. Donc, tu sais, les gens sont courtois, là, tu sais, donc ils t'applaudissent, tu sais, pour dire « OK, merci pour le film. » Non, c'est un film très touchant. Oui, moi, je vais passer du coq à l'âne. Parce que, oui. On s'est rencontrés à l'émission de Marina Orsini. Oui. On a déjà cuisiné ensemble. Et Marina, elle a toujours son émission de cuisine. Oui. Et hier, j'étais là pour ma dernière de la saison. Et il y a Lynn Moreau, qui est la mère de Gurky, qui tenait à te saluer. Mais Lynn, recherchiste dans l'âme qu'elle est, m'a dit, il faut que Kim te parle de comment elle numérote ses tantes. Ah oui! oui, Tes tantes ont des numéros. Non, c'est parce que dans le sud du Vietnam, on a cette habitude, en fait, cette coutume, je dirais plutôt, de ne pas nommer les gens par leur nom, par politesse. Okay. Parce que c'est une société assez hiérarchisée. Et donc, l'aîné a toujours raison par rapport à la plus jeune, parce qu'on considère que toute personne qui a vécu même juste une journée de plus que nous, elle a déjà vécu cette journée-là. Donc, elle a vu déjà la vie une journée de plus que nous. Donc, elle est plus sage que nous d'une journée. Donc, normalement, sa vision est déjà plus large que la nôtre. Okay. D'accord? Et donc, on doit toujours obéir à quelqu'un qui est de notre aîné. Mais par contre, l'aîné a la responsabilité de toujours prendre soin d'une personne qui est plus jeune. Donc, dès qu'on rencontre quelqu'un, il faut déjà établir. T'es-tu plus vieille que moi, plus jeune que moi, de combien? Est-ce que tu es plus vieille que mes parents? Si tu es plus vieille que mes parents, ben dans ce cas-là, je dois te classer encore plus haut. Oh, wow, tu vois? Donc, il y a un système de respect hiérarchique. Et donc, les numéros, c'est que le premier numéro, c'est pour le notable de la ville. Le maire, le juge, quelque chose comme ça. Le numéro 2, c'est le premier enfant. Numéro 3, le deuxième enfant. Donc, ça descend comme ça, c'est décalé d'un. Donc, mes tantes, c'est tante... ma mère, c'est numéro 3, parce qu'elle a un frère qui est numéro 2, le premier enfant, n'est-ce pas? Et là, ça descend comme ça. Et donc, on établit tout de suite qui est qui autour de la table. Et ça fonctionne pour toute la société du sud du Vietnam. Okay. Et le nom, le rapport au nom est très différent. C'est que ici, quand on a un enfant, on va nommer l'enfant avec le nom de la personne qu'on aime, n'est-ce pas? En hommage de grand-maman, en hommage d'une amie, peu importe. Nous, c'est le contraire, parce qu'on sait que d'avance, on va chicaner notre enfant, on va le disputer, on va lui dire plein de choses. Et donc, si elle a le nom d'une grand-mère, c'est comme si on chicanait notre grand-mère, n'est-ce pas? Donc, on manque de respect. Et non, il ne faut pas nommer nos enfants avec le nom de nos ancêtres. C'est fou, hein? Donc, c'est complètement le contraire. L'inverse, oui. Oui, donc, il y a une possibilité de voir la vie différemment. Donc, le nom est très protégé en ce sens-là. Donc, on n'appelle pas... par exemple, ici, tu sais, Madame Suzanne, disons, c'est la prof, ou Madame Marie-France. Non, jamais. C'est juste professeur, enseignante, parce que non, le nom est quelque chose de très intime. C'est très rare, en fait. Il y a plein de cousins et cousines dans ma famille que je connais pas le nom. Je connais juste le chiffre. Le numéro. C'est fou quand même, hein?
Puis toi, quand on arrive au Québec, le monde est tellement familier, ils se parlent par leur prénom, se tutoient, même tu parles de tu à ton prof, puis tu dis son nom. Toi, t'as trouvé ça comment ici? C'était un choc culturel parce que, tu vois, la première journée à l'école, ma prof, Marie-France, elle venait vers nous, là. Puis elle s'est penchée, là. Dans le film, on la voit pas passer beaucoup de temps avec la petite, là, mais dans la vraie vie, c'est qu'elle s'est penchée. Et ça se fait pas du tout au Vietnam. La prof, elle détient la vérité universelle de 1. OK, 2, elle est toujours loin de toi, au-dessus. Tu sais, il y a une estrade. Et là, pour qu'elle vienne, elle se plie les genoux pour être à la même hauteur que toi. Ça arrive jamais. Et donc ça, c'est un premier choc. De oh, mon Dieu, comment je reçois ça? Quand je suis retournée au Vietnam après 30 ans au Québec, puis devenue complètement québécoise, j'ai oublié ces règles-là. Et j'étais avocate à l'époque. On est retourné avec un bureau d'avocats d'ici. Et donc, on engage, une adjointe et tout. Donc, c'est moi qui lui disais, un peu la liste d'épicerie, là, ce qu'on devait faire. Et je n'étais jamais capable d'avoir ses yeux. Parce que son regard était tout le temps comme... Ah! Puis là, je suis comme, voyons. Donc, je me penchais, j'essayais d'aller chercher son regard. Puis, je dis... OK, j'ai besoin de comprendre, là. Je comprends. Tu m'expliques. Elle dit, mais j'ai pas le droit de te fixer. Ah, wow, OK. C'est impoli de fixer quelqu'un qui est supposé d'être ta patronne. Là, OK. Alors que depuis que je suis revenue, j'ai fixé tout le monde. Ça, c'est drôle. Donc, il y a donc, le numéro... Ouais. Bon, là, je suis allée bien loin là, que ton numéro. Mais c'est vraiment une question de respect, de politesse qu'on a des numéros. Je ne savais pas. On en apprend. Tu veux que je pose ma question? Mais là, c'est en même temps quelqu'un qui a vécu la guerre. Justement, on va sûrement avoir toute une histoire. Parce que dans notre... moi, comme je suis sur YouTube, je parle des crimes réels. Fait qu'on a essayé de mixer bouffe et crime. Fait qu'on demande à nos invités s'ils ont déjà vécu un crime. En même temps, t'as vécu la guerre, c'est quand même... Comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'être très protégée. Oui, effectivement. Mais les images existent. Des gens qu'on connaît. Des gens... Comment je te dirais ça? C'est ça. Des gens qui te racontent l'histoire qu'ils ont vécu eux-mêmes, là, c'est sûr que il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est pas... J'ai pas de traumatisme par rapport à ça. Mais crime et bouffe, en ce sens, dis-moi, quel est l'angle que tu veux que je te... Le crime est à part de la bouffe. La bouffe, on l'a fait. On est rendu dans le crime. Non, parce qu'on peut tuer pour la nourriture. Oui, parce que... OK. Là, c'est l'histoire... la plus horrible que je peux te raconter, OK? C'est vraiment... il existe ce documentaire, là. Ça s'appelle Bolinao 52. Et au début, je pensais que c'était le nom d'un bateau. Comme nous, c'était KG0 quelque chose. Et c'est seulement en regardant le documentaire que j'ai compris, en fait, 52, c'est le nombre de personnes survivantes. Retrouvés sur cette petite île-là. Et ils sont partis peut-être, je ne sais pas, une centaine ou quelque chose. Je ne me souviens plus des chiffres. Mais donc, ils étaient en mer pendant un certain temps. Les gens commençaient à mourir. Et il y a un bateau, il y a un grand vaisseau américain qui est passé, qui a laissé de la nourriture, mais ne les a pas sauvés. Et donc, beaucoup plus tard, je ne sais pas, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, le capitaine américain de ce vaisseau américain a été traduit en justice par manque de devoir de secourir en haute mer. Parce qu'il y a un devoir de secourir. Et ils ont demandé aux survivants vietnamiens de venir témoigner de ce qui s'était passé. Tous les Vietnamiens ont refusé. Et parce qu'ils disaient, en tout cas, non, ils n'avaient rien à dire. Mais il y en a une qui a accepté d'y aller et elle a été critiquée par son propre frère, par les amis et tout ça,
Parce qu'il dit, mais pourquoi tu veux retourner en arrière alors que tu es dans une maison, tu es confortable avec une voiture, tes enfants. Ben, en tout cas, ton fils étudie, tout va bien. Et elle a dit non, elle ne veut pas témoigner contre le capitaine. Ce qu'elle veut, c'est rendre hommage à une dame qui était assise à côté d'elle dans le bateau. Elle disait que probablement que cette dame-là a parlé à tous, mais avec les vagues et tout ça, les autres n'avaient pas entendu, peut-être, mais elle a entendu que cette vieille dame-là disait « Si je meurs avant vous, mangez-moi. Mangez-moi pour survivre et raconter l'histoire. » Et effectivement, cette dame-là est morte. Et elle a raconté l'histoire parce qu'elle disait qu'elle a survécu peut-être grâce à cette dame. Elle ne voulait pas du tout manger. Mais son frère a dit, tu as la responsabilité envers ton fils. Tu dois vivre. Tu dois survivre. Parce que tu dois encore ta vie à cet enfant-là. Tu peux pas te laisser aller. Et il l'a forcé. Ça l'a sauvé. Et selon elle, ça l'a sauvé. Et donc, elle veut juste rendre hommage à cette femme-là. Et elle dit, c'est parce que dans ce bateau-là, ben, il y avait 2 frères dont les parents étaient déjà décédés. Et ils avaient 3 ans et 5 ans, apparemment. Et un des 2, le plus jeune, je crois, avait très faim. Donc, il commençait à mordiller le frère. Et ça faisait très mal, en fait, au frère. Et donc, ces voix-là la hantent encore. Et elle dit, ben, ils ont perdu les 2 petits, là. Et donc, elle se sent coupable, en fait, mais en même temps en devoir de gratitude, de reconnaissance, de dire, ben OK, j'ai survécu et elle m'a donné la mission de parler pour raconter ce qui s'était passé. Et donc, elle s'est donnée, malgré et envers et contre tous, elle est allée témoigner pour dire, voici ce qui était arrivé. C'est tout. Et dans ces moments extrêmes, c'est très facile pour nous, à l'extérieur, quand on regarde ça, on dit jamais je ferais ça, jamais j'irais jusque-là ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'on ne peut pas savoir tant et aussi longtemps qu'on n'est pas devant la situation. Et oui, je vous ai parlé de lancer l'enfant par la fenêtre. Quand on est à l'extérieur puis on voit juste un adulte lancer un enfant par la fenêtre, on va critiquer. On va dire, mon Dieu, quel genre de parents indignes et tout ça. Mais quand on est à l'intérieur, là, on comprend, il y a un feu. Il fallait le faire. Et il y a eu combien de parents vietnamiens qui ont mis des enfants tout petits, hein? Je vous parle de 7 ans, 8 ans, tout seuls sur un bateau. Mais c'était leur seule façon de sauver son enfant. Et est-ce que l'enfant va vivre une vie terrible? Peut-être. Peut-être que non. Peut-être qu'il ne va même pas survivre. Mais à ce moment-là, c'est la seule option. Et donc, c'est très difficile pour moi, derrière chaque geste, il y a une complexité extraordinaire qu'on doit aller chercher pour comprendre ce qui était arrivé. C'est très facile de juger tout de suite qu'il y a du mal ou du bien, ou le mal et le bien. Mais dans la vraie vie, je crois qu'il n'y a rien qui est tout à fait bien ou tout à fait mal. On ne peut pas. Il n'existe pas le bien absolu ni le mal absolu. Je suis d'accord. Et donc, malheureusement, les crimes existent parce qu'il y a la nature humaine qu'on peut pas changer. Il y a une part tellement sombre de nous, mais ce qui est malheureux, c'est ça, on ne reconnaît pas cette part-là. On croit qu'on n'en a pas, qu'on est capable de... On dissimule cette part sombre-là de nous par toutes sortes de manières. Hein? C'est comme si on s'habillait pour cacher tous nos défauts et tout. Mais je crois qu'on a besoin de connaître ce côté de nous, ce côté sombre. Il faut absolument l'identifier et le savoir pour qu'on puisse l'éviter, pour qu'on puisse ne pas aller jusque-là. Quand on sait qu'on est jaloux, ben on est capable de tu sais, on se reconnaît, on dit, ce geste-là que je veux faire là, est né d'une jalousie, ben on peut changer
notre geste, puis dire non, je ne veux pas être une personne jalouse, je veux faire autre chose, je vais faire autrement. Et se guérir avant même de partager ce côté sombre-là de nous avec d'autres et d'en faire des dégâts. Oui, donc j'irai pas plus loin parce que j'allais dire, parfois il y a des discours où on dit, on prononce sans y croire, mais c'est parce qu'on dit, si on fait ça, on va gagner ceci ou on va gagner cela, alors qu'on n'y croit même pas. Et ça, au moins d'identifier que c'est parce que c'est notre désir de gagner. Et donc, ça, c'est une part sombre de nous, mais au moins de reconnaître ça. D'identifier les sentiments. De l'identifier. Puis des fois, je pense que quand on l'identifie, on ne veut plus le faire. Mais on prétend, non, c'est pas parce que je veux gagner. Ça, c'est pour faire du bien à l'autre. C'est bon pour l'autre. Ou c'est bon pour l'un, mais peut-être pas pour toi, mais c'est bon pour l'autre. Alors, je le fais pour l'autre. Tu sais, donc, c'est ça. On se justifie ou sinon, on se cache beaucoup derrière nos intentions inventées parfois, alors qu'on a un côté sombre. On a tous ce côté sombre-là. Et l'avantage que j'ai eu, probablement, c'est quand on se retrouve dans un camp de réfugiés où tout le monde, on est tout nu, là, puis tout nu dans tous les sens du terme. On n'a plus rien à perdre. Personne avait quelque chose à perdre. Tout était là, cru et laid d'une certaine manière, parce que là, c'est la nature humaine à l'état pur. Et là, on voit tout. On voit le cœur humain à son état naturel et c'est pas beau. C'est pas, et c'est là où on reconnaît tout de suite ceux qui essayent au moins de s'en sortir, de ne pas tomber dans ce piège-là. Mais c'est sûr que dans une société riche et en paix comme le nôtre, on peut facilement se faufiler et dire non, on n'a pas ce côté sombre. On n'a pas à se battre pour les... ces émotions négatives. Puis juste avant de terminer, est-ce que toi, c'est peut-être personnel, mais est-ce que est-ce que la thérapie t'a aidé à passer? Parce que moi, je crois beaucoup en ça, la thérapie, puis je ne sais pas si ça fait partie de ta culture aussi de parler. Non, hein? Je pense que ça fait pas non, partie. parce que tu vois, dans un pays en guerre, tu n'as pas le privilège de retourner en arrière. La thérapie, c'est quand on a le luxe de s'asseoir et regarder, faire le film à l'envers. C'est vrai. Puis dire, d'où ça vient? Pourquoi je suis là, ici? D'où est-ce que je suis partie? L'effet. Puis on analyse tous les impacts du parcours. Donc, je peux te dire que la faculté de psychologie n'existait pas non, pendant dans un pays en guerre, n'est-ce pas? Parce que la guerre est là. Vie, survie si tu peux. Et une fois arrivé ici, c'était encore l'instinct de survie pendant très longtemps pour te rattraper du retard. Donc, encore là, tu ne te poses pas la question, est-ce que tu aimes ce travail-là ou pas? Est-ce que je suis heureuse là où je suis? Ben non, tu es content d'avoir un travail. Tu veux juste te stabiliser. Donc, oublie ça. Tu ne te poses pas ce genre de questions. Puis, mon Dieu, encore juste aujourd'hui, là, mon chum qui est québécois depuis tellement de générations, là, de souches, je dirais, dit, oui, mais c'est quoi tes émotions là-dedans? Puis je dis, quelle émotion? Je comprends pas. Comme la tournée est assez légère. Tu dois être fatigué. Je dis, je me pose pas ce genre de questions. On a un travail à faire. On le fait. On est, tu sais, dans un salon du livre. T'es là, puis tu fais ton travail. Tu te poses pas ce genre, j'ai-tu mal aux pieds? Non, Mais ça, je pense que c'est québécois de se poser beaucoup de questions, non? Sur des... Non, mais ça, c'est la bonne nouvelle aussi. C'est qu'on a le droit de se poser ce genre de questions. Mais après 44 ans, je vais partir en vacances pour la première fois en janvier, là. Ah oui? Pendant une semaine. Tu t'en vas où? Kamouraska. Wow! Tu le mérites. Non, mais c'est parce que je vole déjà beaucoup et tout ça pour le travail. Alors, j'ai dit, là, tout ce que je veux, c'est... on a trouvé... Mon Dieu, je crois que c'est une des plus belles propriétés dans société, j'ai pas vu beaucoup, là, mais la Villa Ward.
Ça appartient à des anciens antiquaires. Non, je ne sais pas s'il y a un lien. Il y a peut-être un lien. Sûrement pas, mais non. En tout cas, je vous suggère parce que c'est tellement beau. Donc, je m'en vais juste m'enfermer là. Pendant que tu vas être là, il y a l'épicerie Christian. Oui, c'est Christian qui m'a dit d'aller là, en fait. Puis il a raison. C'est vraiment des gens magnifiques. Puis en basse saison, on peut louer toute la villa. Donc, les enfants viendront s'ils veulent. S'ils veulent. Oui, s'ils veulent, mais on n'insiste pas, on n'oblige pas, mais on sera content s'ils passent une journée ou deux, ou plus. Mon Dieu, c'est comme si je donnais une limite, là, mais ils viennent aussi longtemps qu'ils veulent. Non, une semaine de vacances. Mais j'ai pas besoin de repos, là. Je m'en vais écrire, c'est tout. C'est tout. C'est ça, la vie, nous aussi. On prend des vacances, mais on travaille tout le temps, pareil. Mais oui, mais quand on aime notre travail, est-ce que c'est encore du travail? Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Écoute, merci. Moi, je pense que, si je peux finir, du haut de tes 4 pieds 11... et 3 quarts. Et 3 quarts. Oubliez pas les 3 quarts. Il manque une petite affaire. Écoute, c'est quelle résilience. Pour vrai, là, après avoir vu le film, après jaser, puis wow, je suis ému de tout ça. Mais je dois dire, c'est le Québec. Et c'est la plus grande preuve de qui nous sommes. Et j'espère que je suis le reflet de ce que notre société est, la société québécoise, qui m'a pas seulement offert la liberté d'être, mais m'a enseigné comment être libre. Et c'est dommage que... c'est drôle parce que j'ai reçu tout ça de nous, de vous, de la société, de la culture québécoise. Mais je crois que c'est pas parce qu'on est tellement dedans qu'on n'identifie pas puis on n'en profite pas de cette liberté d'être qui est extraordinaire. Et quand on est dans cette liberté d'être, on peut permettre aux autres d'être libres également. Et oui, donc... on s'auto-flagelle beaucoup pour des choses qu'on n'est pas. Et c'est dommage. Mais je vous dis, si pour les gens qui m'aiment, pour les gens qui aiment la version québécoise que Kim Thuy est devenue, là, j'espère qu'on voit que c'est ça, la culture québécoise. On est beau de même. OK? Ben, moi, je trouve que ton film, c'est comme une lettre d'amour, on dirait, quasiment au Québec. Ça paraît, c'est beau, puis... on était touchés les deux, puis il y a des bons... Vous avez choisi des bons acteurs, puis c'est beau. Puis c'est vrai, c'est ça qu'on dit, on est donc bien beau, genre... pas moi, Merci. Mais le Québec, en tant que société, on est beau de même. J'ai trouvé. Et j'arrête pas de le dire, mais c'est comme si on n'est pas capable de se reconnaître qu'on est beau, alors qu'on est beau, qu'on est fort, qu'on est unique. On est tellement unique, là, du haut de notre 8 millions plus. Là, on est tout petit, là, c'est une goutte d'eau dans l'océan là, quand on regarde la population entière dans le monde. Mais on est partout, on est partout. Il y a des facultés de lettres québécoises, de littérature québécoise en Inde, au Japon, en Roumanie, partout où je vais, les gens connaissent la culture québécoise. J'ai jamais besoin d'expliquer où est le Québec. C'est extraordinaire parce qu'on est unique. Tellement cette unicité-là fait en sorte qu'on voyage partout dans le monde. Aux États-Unis, on pense là, que le Québec n'est pas... Non! On a des études québécoises, des journées d'études québécoises au complet où on parle que de nous pendant une journée par des professeurs émérites de tout ça. Et je me dis, mais pourquoi on parle jamais de nous de cette manière-là? Qu'on a cette force-là. Donc, je nous le dis, là. Je nous félicite puis je nous trouve beaux. Oui. Merci infiniment de ton temps. Et écoute, on suggère à tout le monde d'aller voir Rue au cinéma. Et sinon, si vous êtes plus du genre lecture, le livre Rue est en c'est vente complémentaire. On peut aller dans les deux sens. Film en premier, livre en deuxième ou l'inverse. Ça marche, je crois. Oui, ça doit. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.